Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y'a de l'actu dans Y'a pas de la data. Donc là, on va revenir sur le mois de juin 2026. Il s'est encore passé de très belles choses. Je suis Thomas Maymoun, manager chez BRP en IA et Data Science. Et je suis toujours accompagné de Pierre Vanier, CEO de Flint. Tout à fait, une ESN, une ESN à Montpellier, entre Montpellier et Paris. On a des consultants en tech, data, IA, mais on vient aussi de déployer une nouvelle offre autour de formation workshop pour les devs. Et on a aussi un meet-up très technique pour les développeurs qui permet de former une centaine de devs à arrêter la philosophie du token maxing, c'est-à-dire d'utiliser l'IA un petit peu en mode YOLO et de faire n'importe quoi. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Token Maxing Rehab, parce que c'est une sorte de cure de désintoxication pour les software engineers. C'est très C'était cool. le moment promo. Ouais, t'as totalement raison. Et tu veux pas ouvrir une branche à Montréal ou au Québec? Ah pourquoi pas? Parce que je t'assure Ok. qu'ici à Montpellier, ça peut être intéressant d'aller vers chez toi, hein, vu les températures. Bon, on a pas mal de sujets issus de ce mois-ci. Je pense qu'on va pas revenir sur tous les sujets du mois dernier où on parlait des IPO et tout ça. Peut-être un petit peu, mais c'est peut-être pas ce qui nous intéresse pour ce mois-ci. Moi, j'avais envie de parler d'un sujet pour débuter. Tu me diras si t'es d'accord, Pierre, sur les semi-conducteurs. Et Très en fait, intéressant. pour moi, c'est un sujet qui est important. C'est les semi-conducteurs. On va parler un petit peu des data centers et surtout, je trouve que c'est des coups d'épée dans l'eau, un peu tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle en ce moment. Je voulais juste revenir sur quelques chiffres quand même qui sont assez intéressants pour débuter le propos. C'est que 6 des 15 entreprises mondiales qui valent plus de 1000 milliards de dollars, donc 1 billion, c'est des entreprises dans les semi-conducteurs. Donc 6 sur 15 valorisés à plus d'un milliard, sont dans les semi-conducteurs. Et je trouve que c'est un message qui est quand même assez fort, puisque, et après tu me diras ce que tu en penses bien, mais déjà, ces entreprises, elles sont déjà cotées en bourse, contrairement aux entreprises qui vendent des modèles d'intelligence artificielle, donc tout ce qui est Anthropic et OpenAI. Et en plus de ça, bah, ça représente presque 50% de ces entreprises mondiales qui sont extrêmement, je vais faire un parallèle qui est très fort, mais puissante, puisque puissance est liée à l'argent à mes yeux, ça se trouve c'est complètement faux, mais ça dénote de quelque chose, bah justement, je sais pas si c'est dangereux ou positif, ou si justement l'intelligence artificielle, c'est pas un moyen juste de vendre bah, ces outils-là. Bon, après, je sais Ah, qu'il y a la tu notion de voudrais dire pelle et que pioche, mais l'IA serait en fait une justification pour vendre plus de puces ou de ouais, semi-conducteurs. ouais, dans une certaine mesure, oui. Et puis après, je vais pousser un peu le parallèle avec les data centers, parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant les épisodes de podcast. C'est, bah, en fait, on est en train de créer des puissances de calcul un peu partout, mais pourquoi faire? Puisque le coût de l'intelligence artificielle diminue en tant que tel, les modèles coûtent de moins en moins cher grâce aux data centers, mais on paye de plus en plus cher. Donc je me pose vraiment beaucoup de questions en ce moment sur où est le véritable, alors je vais reprendre ce sujet-là parce que c'est vraiment plus facile pour étayer le propos, où est le véritable gain économique? Puisque tu sais souvent, et ça je sais que tu es friand de ça, on nous parle de l'intelligence artificielle comme, euh, je sais pas comment dire, comme quelque chose qui augmente la productivité. Mais encore une fois, aujourd'hui, on a vraiment du mal concrètement à prouver les gains. Prouver les gains en productivité de ces outils-là. Donc je dirais le terme outil, même si je parle de l'intelligence artificielle au sens large. Et, euh, et pour autant, et c'est peut-être ça le point, on continue à construire et à produire des puces et des data centers, peu importe les gains espérés de l'intelligence artificielle. Peu importe les gains aujourd'hui. Bah en fait, déjà, il n'y a pas de gain aujourd'hui, ça ils l'admettent dans une Il y a très, certaine... ouais, il y a très peu, voire pas de gains. Je crois que la seule entreprise qui faisait qui était positif, il me semble, c'était Anthropic. Mais en fonction des mois, peut-être ça peut changer. Mais je sais qu'OpenAI est pas rentable et tous les autres non plus en fait. Au coût des tokens aujourd'hui est mis en face des investissements totalement massifs sur lesquels ils sont aussi de l'autre côté. Ouais, Donc tout à fait. l'équation économique, elle est pour l'instant perdante pour ces gens-là en fait. Ah, c'est ça le point, et en fait, ce qui devient très intéressant, et en fait, ma réflexion, bon, après, je n'invente rien du tout, hein. C'est l'envie de OpenAI, je sais pas si tu as vu, ils ont Jalapenos, je crois, c'est avec
je sais plus l'entreprise, faudrait que je retrouve, mais ils sont en train de créer leur Leur propre microprocesseur, puce. ouais, Ouais. leur propre puce. Et puis il y a Mistral qui a aussi énoncé l'idée de vouloir créer ses propres puces. Alors c'est pas le cas hein, pour le moment, mais je trouve que c'est des messages qui sont quand même. Enfin, si on creuse un tout petit peu et qu'on essaie de connecter les choses ensemble, c'est pourquoi, si on nous vend tellement les modèles, une entreprise qui crée des modèles, donc OpenAI et Mistral en l'occurrence, aurait envie de créer des puces. Donc soit on peut parler de souveraineté, d'avoir le contrôle et ce genre de choses, soit il y a un message qui est beaucoup plus fort derrière qui est, bah en fait les modèles c'est une chose, l'intelligence artificielle c'est une chose, mais en fait créer les puces c'est là où il y a vraiment de la valeur pour une entreprise. Et donc finalement, c'est pas le software qui a de la valeur, c'est plus le hardware en tant que tel. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça me semble assez. L'étape d'après est assez logique pour aller chercher encore de la valeur par ces entreprises, créateurs de modèles, donc OpenAI, Anthropic et tous les autres, de pouvoir maîtriser. Tu parlais de souveraineté, mais aller chercher. Aujourd'hui, la marge, elle est pas dans. Ils n'arrivent pas à la récupérer dans l'inférence. Ils n'arrivent pas à trouver d'autres nouveaux services ou produits qui leur permettent de... Parce qu'il y a 3 ans, ou deux ou 3 ans, on en parlait déjà, en 2023-2024, on parlait déjà que ces entreprises étaient dans une forme de chasse aux produits ou aux services qui allaient devenir le prochain blockbuster, en fait, le prochain service ou produit qui ferait 1 milliard d'utilisateurs. Et aujourd'hui, ces entreprises n'ont pas réussi à trouver cette formule magique. Dans les entreprises, au niveau des usages B2B, on voit que ça talonne pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une sorte de refus inhérent aux agents qui sont aujourd'hui absolument pas autonomes pour les lancer le matin et les récupérer le soir, et ils ont fait la journée d'un salarié. Ça ne marche pas, ni pour les software engineers, ni pour personne. C'est pour ça qu'il y a plein d'armées de consultants qui sont là pour extraire les logiques business des entreprises, les passer dans quelque chose qui est les agentiser finalement, les transformer de business process ou de business logique ou de workflow vers des agents IA, mais ça nécessite toujours la supervision d'utilisateurs et ça a des coûts énormes, puisqu'en fait on s'est même rendu compte qu'il y avait certaines entreprises comme Uber par exemple qui avaient passé tous leurs software engineers sur de l'IA, et au fur et à mesure de l'explosion de la programmation agentique par leurs ingénieurs, ils se sont rendus compte que certains agents coûtaient plus cher qu'un ingénieur informatique. Donc il y a aussi plein d'entreprises qui rétropédalent de leur gouvernance IA, d'aller all-in sur l'IA pour leurs équipes techniques, etc., au vu des coûts des tokens qui est quand même particulièrement... Alors, pas les coûts des tokens, mais en fait, les méthodologies qu'utilisent les software engineers dans le développement informatique sont mauvaises aujourd'hui, principalement assez mauvaises, puisqu'il y a une surutilisation des tokens, puisqu'en fait, ça a été un peu, pardonne-moi l'expression, open bar depuis 3 ans, et surtout que la technologie est arrivée beaucoup trop vite et sans aucune formation des équipes, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de software engineers ne savent pas bien utiliser correctement l'IA, et de par le fait, les factures des entreprises explosent en termes de budget de consommation IA et token. Ça, c'est un premier élément de refus. Et il y a aussi un refus psychologique de la part de certains salariés qui ont toujours peur pour leur emploi par défaut de gouvernance de certaines entreprises qui n'ont pas pris le sujet suffisamment à bras le corps comme étant un sujet organisationnel et humain plus que technique. Voilà, c'est à peu près ma conclusion pour dire qu'en fait aujourd'hui, ça va pas aussi vite que ce qu'ils avaient prévu, mais surtout ça va pas aussi vite que ce que le marché aurait besoin que ça aille vite. Donc, ils vont chercher plus bas dans la couche pour effectivement ne plus être dépendant de X ou Y ou Z en termes de fondeurs, donc fondeurs qui font des puces, et pas founders, et du coup ils se lancent tous là-dessus, un peu à la poursuite de Google avec le TPU, ou de Grok, G-R-O-Q,
à l'époque, avec aussi leur LPU, TPU, LPU, je me souviens plus, leur modèle de puce particulière. Grok Mais je te qui n'est laisse la pas... main pour parler de tout Non, ça, mais Grok justement, qui des n'est pas puces. Grok de Elon Musk, Non, qui est le avec Grok, un Q. ouais, qui est un moteur d'inférence et hosting d'inférence et de modèles. Ouais, mais en fait, ça, c'est. Enfin, je trouve qu'on pourrait vraiment en parler hyper longtemps. Il y a deux sujets, moi, qui m'ont intéressé et qui m'ont interpellé ce mois-ci. Le premier, c'est vraiment tout bête. En fait, c'est. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais c'est quand on m'a parlé des agents. Alors, c'est bête comme tout, mais même si on fait ce podcast, je pense qu'on est plein de biais, toi et moi, puisque bah, on nage dedans, on lit les news tous les jours et on suit à un minimum ce qui se passe en ce moment. Moi, je pense que les agents sont arrivés beaucoup trop vite après les LLM tout seul. Alors, je m'explique, je redonne un peu de contexte pour la différenciation que je fais. Un LLM, pour moi, c'est juste un prompt, on a un retour simple. Et un agent, pour moi, c'est le fait qu'il y a cette espèce de... je parle pas du fait d'utiliser des outils, mais c'est le fait d'avoir une review. Ouais, exactement, une boucle. Et en fait, cet aspect-là, pour moi, il est ravageur. Il est ravageur puisqu'on perd le contrôle. Alors tu me diras peut-être, et ça arrive là en ce moment, tout le monde parle de harness, et pour moi, je trouve que c'est surcoté, et ça devrait exister depuis le premier jour, et pas besoin de mettre un nom à ce genre de choses, mais avant que les gens soient capables de mettre en place des harness ou des harnais, donc les harnais, c'est juste je sais pas, les chaînes qui vont aller contrôler, je sais pas, En un fait, modèle. finalement, c'est la coquille dans laquelle, par laquelle tu vas interroger ton LLM. Donc, ça peut être un Claude desktop, ça peut être un chat GPT sur l'interface web, ça peut être un Claude Code, un Codex, un Cursor. Tout ça, c'est des harness, puisqu'en fait, ils permettent d'être une sorte de harnais ou de berceau pour l'utilisateur et d'être vraiment dans ce modèle de programmation agentique avec des modèles qui sont outillés, avec des outils, des boucles, des tool calls, des espèces de connecteurs type MCP dont on parlera qui permettent d'étendre les possibilités des LLM. Et aujourd'hui, ces outils, c'est des harnais. Mais en fait, finalement, c'est des espèces de boîtes à outils par lesquelles, aujourd'hui, beaucoup de monde appelle ces LLM-là, quoi. Exact. Et je pense que de toute façon, même peu importe l'outil qu'on utilise, on devrait avoir nos propres harness, nous en tant que personne, pour avoir le contrôle, puisque passer par un intermédiaire ou un middle. Alors le terme est peut-être pas bon, mais quand on passe par Cursor ou Claude, peu importe la qualité de ce qu'il propose, Il y a plein de c'est pas choses qu'on ne nous. voit pas. Il y a Voilà, plein de c'est choses pas qu'on nous ne qui voit sommes pas. en Ouais. contrôle. Ouais, tout à fait. En termes de harness, il y en a un qui est très très bien que m'a conseillé Manuel Odindal, avec lequel on fait les workshops et les meet-ups, qui est un excellent AI engineer, qui s'appelle pi.dev, pi.dev. Et en fait, c'est un harness qui est extrêmement simpliste, puisqu'en fait, dans les prompt systems, c'est tu es un développeur, tu as des outils, tu es un agent, et grosso modo, tu fais ça. Et les prompts systems qui sont utilisés par pi.dev. Donc en fait, tu peux mettre tes clés d'API et utiliser n'importe quel modèle disponible sur n'importe quelle plateforme, soit en local chez toi, soit chez les providers OpenAI, etc. Et les prompt systems sont extrêmement simples, mais aussi tu peux utiliser d'autres modèles, et des modèles chinois par exemple comme GLM 5.1, 5.2. Et ça, c'est intéressant parce que tu as beaucoup moins de choses qui sont cachées. Tu sais, un peu sous le capot que d'habitude tu n'as pas le loisir d'étudier ou de regarder avec d'autres types de harness comme Cursor ou autres, par exemple. Bah déjà, le fait de pouvoir choisir son modèle, c'est un des... Je sais pas, tu vois, si on devrait faire un guide de bonnes pratiques à travers Ah, le c'est temps, mais super pour moi, important, ouais. le fait de choisir son modèle, c'est un message qui est fort, ou si c'est l'entreprise ou le software qui propose, si elle s'assure de mettre un minimum à jour, et je dis pas à jour, c'est-à-dire passer de Claude Opus 4.7 à 4.8, non, c'est vraiment quand il y a des nouveaux acteurs qui rentrent, même des poids ouverts et tout ça, d'avoir la possibilité de s'en servir. Gage de, de bonne avancée technologique et de pouvoir faire les bons choix. Et l'autre point, en fait, puisque je disais qu'il y avait deux sujets, moi, qui m'intéressent, c'est que moi, je pensais qu'avec tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle, ce qui comptait, c'était les modèles. Bon, je suis data scientist, j'ai tous mes défauts qui vont avec et toutes mes qualités aussi. C'était les modèles qui comptaient. Et en fait, je me rends compte que la génération, alors quand je dis génération, je m'entends, mais ceux qui ont 20 ans, quand je discute avec eux, en fait, c'est tout aussi intéressant d'aller travailler
pour des entreprises qui font des modèles, grâce au salaire et ce genre de choses, OpenAI, Meta ça marche encore en fait, Google bien sûr, mais en fait il y a aussi ce sujet de travailler directement chez les fabricants de puces. Ok. Et ça pour moi c'était une révélation, Le c'est-à-dire... silicone redevient sexy, quoi. Ouais, en fait, c'est le Dans les truc puces, de... hein, je m'entends. Et en fait, c'est super intéressant, parce que j'ai jamais fait le parallèle, mais il y a le sujet de Samsung qui est apparu le mois dernier, ou je pense il y a 2 mois, avec leur bonus, puisqu'ils ont fait la grève. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais Samsung, les employés auraient reçu une énorme prime, puisqu'ils ont fait la grève, qui voulaient bénéficier des gains associés au domaine de l'IA et du hardware dans l'IA. Nvidia paye très bien. Et on a aussi une autre entreprise, je crois que c'est Cerberus. Ah, je me rappelle plus du nom, désolé, mais qui s'est Cerebras. merci, qui s'est lancé en bourse là le mois dernier ou il y a 2 mois maintenant et qui a complètement explosé. Et puis j'ai aussi j'ai des chiffres sous les yeux pour pas dire trop de bêtises, mais les 3 géants de la mémoire, c'est-à-dire Samsung, SK, Hynix ou Hynix, je sais pas comment on prononce, et Micron, ils pèsent aujourd'hui 4,1 milliards, enfin 4100 milliards de dollars. C'est à peu près égal au PIB. Ouais. De dollars en fait pour ces 3 entreprises, c'est ça? C'est ça, ce qui équivaut à peu près au PIB du Japon. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est quand on le compare à ce que ça valait il y a 10 ans. Donc ces entreprises existaient déjà il y a 10 ans. Je pense qu'elle valait 100 fois moins probablement, peut-être même moins Elle encore. valait 254 milliards. Donc 20 fois moins. Ouais. 20 fois moins. C'est stratosphérique, c'est-à-dire que si vous regardez une courbe, ça fait... je vais pas dire ça double tous les ans, ça ne fonctionne pas comme ça parce que les intérêts composés, mais c'est gigantesque. Et puis, je trouve que c'est... Je sais pas dans quelle mesure ça peut être dangereux. Moi, je pense que j'ai quand même l'impression, et il y a eu une note de 2 gros fonds d'investissement chinois qui datent d'il y a 2 jours, qui disent qu'aujourd'hui, l'état de spéculation de la bulle financière autour de l'IA est juste intenable. On se retrouve avec un marché qui achète de l'espérance en fait de gains, puisqu'aujourd'hui il y a des gains évidemment autour de l'IA pour ces entreprises et pour toutes les entreprises satellites, fournisseurs, partenaires, etc. Largement en dessous des investissements qui sont faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur un différentiel entre un espoir énormissime, dithyrambique, géant par rapport aux revenus réels. Et la simple question, c'est l'espoir, c'est bien, sauf quand il est fou ou irréalisable. Et aujourd'hui, ce sont vraiment des questions. Et moi, je vois un vrai clivage qui devient de plus en plus important entre les gens qui sont toujours, soit qui ont effectivement des billes ou des intérêts dans tout cet écosystème et toute cette bulle financière. Évidemment, ils sont pour et ils sont pro-IA, mais je vois aussi tout un mouvement au niveau de la société civile, au niveau des entreprises et même à certains niveaux politiques, puisqu'on arrive à avoir un clivage aujourd'hui gauche-droite entre les anti et les pros, et on arrive à un clivage sociétal complet où on a un petit peu le pyramidion des gens qui ont le pouvoir et les techno-capitalistes, notamment américains, qui foncent, qui sont all-in et sur lesquels il faut transformer les 3/4 des États-Unis en un énorme parking avec un data center. Et de l'autre côté, les gens, toi, moi, tous les gens qui ne sont pas dans cette espèce de peloton de tête qui est vraiment très petit, et qui sont quand même anxieux de tout un tas d'autres externalités liées à cette espèce de progression et de développement extrêmement fort. Dedans, il y a les questions environnementales, il y a les questions sociétales, il y a les questions d'inégalité, il y a les questions, on pourra le voir aussi, mais il y a les questions de est-ce qu'on met de l'IA dans tel ou tel système, dans telle ou telle industrie, on y reviendra, mais l'AI Act a encore repoussé ces législations, etc., dues aussi à beaucoup de lobbying de ces entreprises d'IA. Donc tu as vraiment un gros clivage entre les anti et les pros. Le dernier article qui fait plein de pages du Monde diplomatique s'intitule quand même « Personne n'en veut de l'IA », avec une étude qui est quand même assez approfondie justement sur les zones de... Il y a plein d'endroits dans ce développement économique et dans ce progrès, puisque les gens l'appellent le progrès aujourd'hui, qui sont des gros problèmes,
qui sont des grosses problématiques complexes, compliquées. Et aujourd'hui, personne n'a eu le temps de s'y attaquer. Et pourtant, les chevaux de tête continuent à courir de plus en plus vite, à investir de plus en plus massivement sur une planète qui brûle et des gens qui majoritairement sont soit prudents, soit complètement apeurés, et personne n'est là pour les rassurer. Donc je pense que quand ça ira, quand ils auront à un moment donné compris qu'ils auront quand même besoin de la société pour transformer leur espoir et leur espérance folle en billets verts, peut-être qu'en fait ils freineront un petit peu. Je suis complètement d'accord avec toi et je dis pas que tout ce qu'on est en train de vivre c'est mal par contre, et je pense toi non plus. Moi non plus. Ce que je veux dire, c'est il y a rien d'organique à ce qui est en train de se passer, et encore on pouvait s'en rendre compte auparavant. Là ça devient vraiment dramatique, je pense, puisque pour moi on est juste des oies. On est juste des oies qui sont actuellement gavées et qui doivent consommer de l'intelligence artificielle. Contraint forcé, c'est une marche à rythme forcé. Hein. Et tu sais, l'humain, il y a quelque chose depuis qu'il est tout petit. Essaye de dire à un gamin ne fais pas ça en fait. C'est la première chose qu'il va vouloir essayer de faire. Ou essaye de faire, fais ça. Il faut que tu le fasses bien. Là, tu sais, tu parlais de cette idée, mais en fait, j'ai l'impression qu'on a à peine appris à faire du vélo sans les petits trous. Qu'en fait, ils veulent nous mettre sur un espèce de circuit de championnat du monde de course en vélo, en fait. Et ça marche pas. Les humains et la société ont eu besoin de temps pour toutes les autres révolutions industrielles. Le problème, c'est que si... Alors, il parle déjà, Anthropic, Dario Amodei a déjà fait récemment un article là-dessus. Ils sont assez forts, ces entreprises autour de l'IA. Aujourd'hui, ils crient que les gouvernements et les législateurs et les leaders des sociétés ne vont pas assez vite pour légiférer ou pour encadrer ou réguler, etc. En fait, ils vont à la vitesse qu'ils peuvent aller. C'est des organisations. Donc, et c'est bien qu'elles aillent au rythme où elles doivent aller, en fait, quelque part. Je suis totalement d'accord avec toi, et je sais plus si je l'avais noté ou si je te l'avais partagé, mais il y a celui qui a créé le WWW, enfin le World Wide Web. Le World Wide Web. Tim Berners-Lee. Ouais. Exactement. C'est un autre sujet, mais je trouve que c'est quand même assez important. C'est que il a fait une interview donc à Londres le 4 juin 2026, et donc en français le texte c'est à peu près un constat qui dit que les IA elles profitent du fait que le web contienne tellement de données pour s'entraîner, avec un accès illimité aux données, que ça bénéficie aux acteurs de l'intelligence artificielle. Tu parlais de Darius Amodei, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et en fait eux, ils prennent leur part du lion, ils prennent toute leur part du gâteau, c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'Internet. Ils ont bénéficié de, je sais même pas, ça fait combien de temps Internet est créé, 40 ans, 50 ans. Non, c'est 95 vraiment la sortie, et Berners-Lee et aux États-Unis c'était encore un petit peu avant, toute fin des années 80, puisqu'il était au CERN, au laboratoire de recherche en Suisse. Et effectivement, ces entreprises qui ont labouré et moissonné tout Internet issu de toutes les datas que les humains ont produits depuis 40 ans, ces entreprises n'ont absolument payé rien du tout à personne en fait aujourd'hui. Et tous les services qu'ils nous fournissent sont issus dans l'entraînement sur le training corpus, plus d'autres choses qu'ils ont mis par-dessus. Mais sans ces datas de base, sans moi, Pierre Vanier, peut-être 14 ou 17 ans en train de poster un truc débile sur le journal du net ou jeuxvideo.com, etc. Toutes ces infos, en fait, ils ont toutes ces infos de tous les utilisateurs depuis 40 ans. Et ils les ont utilisées sans aucune contrepartie. Et surtout que, en fait, la mise en place on va dire, Internet, pour moi, une des plus belles inventions du monde, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Normalement, il y a des règles. Il y a des règles à suivre. Mais alors, il y a beaucoup de contrôles. Tout à fait, mais quand Internet s'est lancé, il y a eu tout un mouvement idéologique assez intéressant, notamment par les chercheurs, qui était un mouvement d'un espèce de commun numérique, c'est-à-dire que tu créais quelque chose pour l'humanité, tu avais des valeurs universalistes et humanistes dans la création de ces choses-là, même si derrière ça a été quand même financé par les Américains et la recherche américaine pour le militaire, la DARPA.
Mais il n'empêche qu'il y avait quand même cette volonté de créer quelque chose et un réseau. C'est la rare chose qui est finalement visible depuis l'espace, à part éventuellement la muraille de Chine. C'est quand même une construction à l'échelle de la planète. Et il voulait un peu créer une espèce de zone de droit universel, un petit peu un commun où ça serait protégé par les gouvernements, par les sociétés, comme quelque chose qui appartient à l'humanité. Et aujourd'hui, ce commun, ça fait très longtemps qu'il n'existe plus, puisqu'en fait, depuis l'avènement des réseaux sociaux, il a été vampirisé par ces sociétés, quelque part. Mais en tout cas, je trouve que c'est toujours très intéressant parce que j'ai retrouvé dans son propos à ce monsieur qui a en partie participé à la création du World Wide Web. Je retrouve des propos que tu tiens et que tu tenais, que tu as toujours tenu sur pourquoi tu as commencé ton métier en tant que développeur, qui à mes yeux, 20 ans plus tard, n'est plus du tout une raison valable. À mes yeux, c'est pas, tu veux pas. Quand tu développes, pour moi, t'es pas là pour changer le monde. Peut-être certains, et je m'avance pas pour tout le monde, mais c'est fou comment je pense qu'il y a eu un shift de mentalité à travers le temps. Et je pense que l'intelligence artificielle, avec ce qu'il y a aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Aujourd'hui, et je le sais parce que j'ai débuté ma vie en finance, t'allais chez Goldman Sachs, donc une grosse banque, c'était là où tu pouvais avoir les meilleurs salaires et tout ça. Aujourd'hui, OpenAI permet d'avoir des meilleurs salaires que dans certaines banques d'affaires. Bien sûr, bien sûr. Et je trouve que ça change complètement le paradigme, c'est hyper intéressant. Je voulais juste conclure sur un point, et sinon, si tu veux, on va rester dessus, on ira ailleurs. C'est, on disait souvent qu'on se fait la gaver comme des oies, et je parlais de semi-conducteurs et tout ça. Ma finalité et ma conclusion, c'est que j'ai hâte de voir ce qui va se passer, puisque c'est peut-être bête comme tout ce que je vais dire, mais Apple a annoncé une fois de plus une augmentation des prix pour ces hardware. Répercuter le coût des puces, c'est ce qu'ils mettent en avant. Hein. Ouais. Exactement. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Apple, c'est une des entreprises les plus rentables au mètre carré. Okay, plus rentable au mètre carré, c'est-à-dire que par rapport aux superficies qu'elle a dans le monde, chaque mètre carré, c'est celui qui rapporte le plus par rapport à d'autres entreprises. Ou du moins, c'était le cas. Aujourd'hui, le fait qu'il augmente de entre 100, 200, voire $300 certains de ses produits, ça veut dire que ça se répercute directement sur le consommateur final. Et quand je parle du consommateur final, c'est vraiment, désolé du terme, mais des lambda. C'est-à-dire que quand on va acheter un Mac, il y a effectivement ceux qui veulent utiliser OpenClaw, utiliser des modèles d'IA, et tu as des personnes qui veulent juste utiliser un Mac pour aller à l'université ou pour travailler juste en marketing. Alors j'extrapole un peu, mais ceux-là vont aussi subir maintenant la hausse des prix. Bien sûr, qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas l'IA en fait. Exactement, mais ils vont devoir l'utiliser puisque maintenant tu as Siri intelligent, tu as tous ces trucs-là. Mais j'ai hâte de voir des gens qui n'ont jamais voulu consommer de l'intelligence artificielle. Les mots sont un peu pas parfaits, mais je trouve que le propos est intéressant. Qui ne veulent pas d'utiliser l'intelligence artificielle vont devoir le consommer à travers leur achat. Ils prendront sûrement pas Apple. Ces gens-là, il y a aussi peut-être des chances pour qu'ils tournent sur des machines Linux ou d'autres choses. Oui, mais toi, tu me parles aujourd'hui des ordinateurs, mais moi je pousse le truc jusqu'au téléphone, tout consomme de la, en fait tout consomme de la RAM, tout consomme une puce. Et à partir de là, déjà je pense pas qu'un étudiant à la fac en histoire va prendre un kernel Linux. Désolé Pierre. Mais il prendra peut-être un Mac ou un Windows, et je trouve que c'est hyper intéressant. Tout le monde va payer en fait pour ça. C'est en fait comme il faut imaginer que c'est aujourd'hui tous les tarifs de tous les services ou produits technologiques vont à un moment donné intégrer dans leur composition et dans l'assiette, dans leurs composants, dans leurs coûts finalement, qui vont retranscrire à l'utilisateur final. Ils vont tous intégrer une ligne IA en fait. C'est un peu comme si on avait une espèce de TVA globale. Là, c'est la taxe sur la valeur. C'est beau ça. AI, tu vois, TVAI, tu vois. Et tout le monde paiera le coup. Et en plus, je vais te dire aussi quelque chose, c'est que tout le monde paiera le coup de manière beaucoup plus chère que ça, parce que tu as le coût financier. Mais aujourd'hui, il y a toute l'Europe qui est en train de crever de chaud, avec une canicule phénoménale. J'ai entendu ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on crève de chaud aujourd'hui, en ce moment, sur des émissions carbone qui se sont faites depuis les 30-40 dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est même pas encore rentré
parce que tous les data centers ne sont pas fonctionnels, ils ne sont pas tous sur on, ils ne sont pas tous à pleine puissance, et les projets ne sont pas encore tous sortis de terre, pour tout un tas de raisons, parce qu'encore là aussi, ils vont plus vite, ils mettent la charrue avant les bœufs. En ce moment, avant, ils avaient plus de transformateurs, ou ils n'avaient plus d'électricité, ou ils n'avaient plus de matières premières. Maintenant, ils ont tout simplement plus d'ouvriers pour construire les data centers. Mais en fait, on va avoir ce paiement de cette dîme ou de cette TVA par rapport à l'IA d'une manière beaucoup plus violente, qui va être une manière qui va être un droit de vie ou de mort sur les gens, puisqu'en fait, il est impossible de dire que le développement et l'accélération phénoménale de la construction de ces data centers puissent n'avoir aucune incidence sur notre planète, son environnement et le climat dans les 18, 24, 36 prochains mois et 5, 10 prochaines années. Donc même sur le plan simplement de viabilité de notre planète, je pense qu'on est déjà sur quelque chose qui est une équation probablement impossible à tenir. Tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi, et juste pour revenir sur Apple aussi, Microsoft a annoncé avec Nvidia qu'ils faisaient des puces spéciales pour IA, donc en fait à la fin c'est le même problème. Tout le monde en fera. Et t'as vraiment raison sur ce point, mais ce qui va être très vite fatigant, c'est que tu sais, à un moment on a eu sur Internet, peut-être maintenant il y a 1 an, peut-être 2, je me rappelle plus, je suis perdu dans le temps, quand ChatGPT ou OpenAI proposait de faire des images et on nous disait en fait ça consomme beaucoup d'eau. Et en fait, le problème, c'est qu'on risque de remettre la faute sur les consommateurs finaux, comme quoi, en fait, ils surconsomment, alors que le problème vient d'ailleurs, qui sont, encore une fois, les puces, mais c'est pas vraiment le grand sujet ici, c'est les data centers, et c'est la mise en place de ces modèles d'intelligence artificielle dont on ne verra jamais la couleur, puisque, justement, en fait, ils sont pas consommés, ces modèles d'intelligence artificielle. Ils sont entraînés, mais ils sont mis de côté. Après, il y a des choses intéressantes qui se passent, parce que comme Donald Trump est en train, aux États-Unis, de filtrer l'accessibilité de certains modèles extrêmement puissants et de le réserver à des utilisateurs américains, ce qui risque de se passer, c'est que certaines boîtes ailleurs qu'aux États-Unis vont sentir le risque et se tourner de plus en plus vers des modèles open source et vers, pour boucler sur ce que tu disais, un usage qui n'est pas obligé d'avoir un GPT 5.5 ou 5.6 avec un maximum d'effort de thinking pour faire 99,9% des tâches. Et aujourd'hui, le meilleur usage ou l'usage en plus de conscience, de responsabilité et de pilotage de ces usages d'IA, c'est aussi choisir des modèles qui correspondent au niveau de difficulté de la problématique sur laquelle tu es. Et aujourd'hui, il y a des modèles chinois qui poussent très 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 fort et qui arrivent à des niveaux proches de GPT 5.1 pour GLM 5.2 par exemple, voire même peut-être plus fort, et c'est des modèles qui valent 10 fois ou 20 fois moins cher que les Opus 4.8 et les GPT 5.5. Donc ça peut être aussi important. Et ça va aussi venir les concurrencer et être en directe concurrence par rapport à ces gros Américains qui continuent à investir massivement, etc. Je suis 100% d'accord avec toi, et puis je trouve que c'est... Mais après, la difficulté, c'est comment les intégrer dans les entreprises. C'est beaucoup plus facile d'appeler une API que de... Oui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, ouais, tout à fait. Mettre en place un modèle dans ce qu'on fait chez nous en perso, ou quand on est 1 ou 2 utilisateurs, les occurrences et tout, ça fonctionne, mais quand tu passes au niveau entreprise, tu as plein d'enjeux qui sont très importants, et je pense que malheureusement, le marketing, on va dire international autour de l'intelligence artificielle, fait que on est biberonné au fait qu'un modèle très puissant est le choix par défaut. Parce qu'il est directement accessible sur étagère, il est facile à accéder, tu n'as pas d'infrastructure à mettre en place, tu vois, il est sur l'étagère, il attend que tu le prennes. Même si c'est un modèle ultra puissant et que tu vas lui demander quel temps il fait dans ton prochain lieu de vacances, alors qu'en fait ça n'a pas de sens. C'est juste parce que nous, les humains, on est feignants, notre cerveau est feignant, donc on prend ce qui est directement utilisable et assez facilement utilisable. Mais aujourd'hui, tu as quand même des solutions qui existent avec des proxys, avec l'ITLLM, avec tout un tas de systèmes qui te permettent 100%. Justement d'installer des sortes de passe-plats qui te permettent en fait d'appeler différents modèles et d'être plus souple que d'avoir tout le temps les mêmes providers, quoi.
change de sujet peut-être? On va changer sur de sujets qui est aussi hyper intéressant, puisqu'on va encore parler des agents en tant que tels, mais dans un domaine moi, je pense que tout le monde le sait maintenant et qui m'intéresse, c'est Robinhood. Donc Robinhood, c'est une plateforme de trading, merci beaucoup, qui est assez connue, hein, surtout en Amérique du Nord, mais qui existe aussi en Europe. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse énormément en tant que tel, puisque là, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai débuté ma vie dans l'économie et les statistiques, c'est ce qui m'intéresse profondément. L'économie des portefeuilles dans les marchés financiers, ça m'a toujours beaucoup plu. Et aujourd'hui, il propose, et ça a fait exploser hein, le titre en bourse de façon très positive, il propose de se connecter, donc avec son compte Robinhood, de connecter un LLM de son choix. De son choix dans la mesure du raisonnable, puisqu'on ne peut pas tout utiliser. Sur son compte de trading, c'est ça, donc plutôt à destination des particuliers et des petits porteurs, en fait, j'imagine. Exact. Je voudrais quand même mettre un disclaimer tout de suite dans la discussion. C'est que là, actuellement, c'est en bêta. C'est quand même avec une poche bien sécurisée, c'est-à-dire qu'on crée une poche avec, on va dire, l'intelligence artificielle. C'est pas l'ensemble de son portefeuille ou de son argent qui est directement accessible. Là, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur la philosophie qu'il y a derrière. Tu crées une sandbox, une bac à sable où en fait l'IA peut jouer, mais elle peut pas sortir de cette zone un peu confinée. Normalement, sécurité. Non. Voilà, j'insiste, hein, c'est encore en bêta. Et puis normalement, non. Voilà, il y a une autre entreprise, eToro, qui est aussi en train de le lancer cette partie-là avec le trading avec de l'IA depuis 2 mois. C'est hyper intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse dans le cadre du podcast, c'est tout ce que ça implique derrière et les risques que ça peut avoir, puisque je trouve que c'est un point qui est extrêmement intéressant, surtout qu'on est sorti d'une crise financière en 2008 qui a été ravageuse, où on a cru mortibus qu'il fallait acheter des titres dans tous les sens et qui étaient toxiques en tant que tels. Et aujourd'hui, on arrive dans une époque où, on est 20 ans plus tard bien sûr, on arrive dans une époque où on commence, et il n'y a pas que en finance, on oublie ce qui s'est passé il y a 20 ans, 40 ans, 60 ans et aussi 100 ans pour certains. On oublie très vite. Hein. Ouais, on oublie extrêmement vite et certains ont tendance à ne pas le considérer, mais on oublie ce qui s'est passé dans le passé pour mieux produire avoir un meilleur futur. Et donc là, on est en train de mettre en place des intelligences artificielles qui pourront faire des choix à notre place. Donc l'objectif, c'est bien sûr d'être beaucoup plus efficace sur le papier, de faire des choix plus éclairés avec plus de documentation en tant que telle. Mais je voudrais juste revenir sur, il faudrait que je la retrouve, puisque je me rappelle dans mes études, je l'avais vu plein de fois. Il y a John Maynard Keynes, qui est un économiste qui était qui est très connu encore aujourd'hui. Keynésien, c'est la plupart des grands concepts aujourd'hui. Et qui disait cette phrase, il vaut mieux avoir tort avec la foule que raison contre elle. Mais je trouve que la phrase, elle est hyper forte puisqu'elle résume beaucoup de choses qu'on dit dans ce podcast depuis un long moment, mais aussi qui résume extrêmement bien le risque qu'on peut avoir. Pour la faire simple, c'est le phénomène moutonnier. Le phénomène moutonnier, c'est de dire, c'est pas le fait d'avoir raison ou tort qui compte, c'est le fait de suivre une tendance. Voilà, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, on suit la tendance. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en intelligence artificielle en partie, mais c'est aussi ce qu'on risque de voir avec ce genre d'outils qui te permet de indirectement de mettre ton cerveau de côté, c'est-à-dire que tu regardes même plus le track record, donc le prix, ou tu regardes même plus la documentation, ce que tu as appris. Tu vas te baser sur une intelligence artificielle qui elle-même a été entraînée avec des données du passé, mais comme c'est des agents, vont utiliser des outils actualisés, et j'ai peur que ça crée des risques. Pourquoi je dis ça ? Je termine mon propos, c'est que moi qui ne vais pas utiliser cet outil-là puisque j'aime gérer, c'est mon petit plaisir à moi. Je vais rentrer dans un marché, et quand je dis un marché, c'est un marché financier, avec ces outils-là. Je fais encore un disclaimer supplémentaire. Je pense que ces outils existent depuis un long moment chez des grandes banques avec des traders qui les accompagnent. Mais aujourd'hui, on propose aux petits porteurs, c'est-à-dire aux personnes comme toi et moi, Pierre, d'utiliser ce genre d'outils et de rentrer dans un marché liquide avec nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai ma propre. Moi je pense que les petits porteurs sont des gogos sur lesquels on vient tondre la laine et qu'il n'y a aucun espoir en fait en tant que petit porteur à gagner un petit peu d'argent et les risques sont beaucoup trop importants. Et je pense que mettre de l'agentique là-dedans est une autre manière d'enrober pour mettre des nouveaux services, pour faire que ces entreprises soient un peu Kikou, lol, elles font de l'IA, c'est top. En fait, juste, ça ne marchera pas et vous allez perdre beaucoup d'argent. Juste, c'est simple, ça ne marchera pas, vous allez perdre beaucoup d'argent.
Donc allez-y si vous voulez, parce que nous on l'a fait avec les agents de coding, ça ne marche pas et vous perdez beaucoup de tokens. Donc tu vois, c'est à peu près la même chose. C'est du non déterministe. Ça s'est toujours basé sur les patterns et les datas du passé. Et croyez bien que si des agents IA de trading fonctionnaient bien, vous ne les aurez pas entre les mains. D'autres les auront, mais ils ne les donneront pas. Comme les fonds Renaissance et tous les fonds de trading algorithmique qui existent et qui sont devenus multi-billionnaires, etc., etc. Donc je crois que tout ça, en fait, ça reste complètement marketing. Ça sent, excuse-moi, la bullshit, mais à très 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 loin. Et ça va peut-être séduire Jean-Michel Petit Porteur avec son petit portefeuille qui a envie d'acheter un peu d'IA et qui se dit j'ai des agents qui trade pour moi dans mon sandbox sur mon bac à sable. Pour moi, la finance, en fait, les petits porteurs sont les moutons sur lesquels on tombe. La vraie finance, elle est faite en trading algorithmique à haute fréquence, notamment avec IA, mais des IA beaucoup plus puissantes et qui n'ont rien à voir avec les pauvres petits agents qui vont vous mettre. Donc voilà, pour moi, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin et je m'arrête pas trop sur ces sujets parce que c'est comme si mon nouveau forfait me disait, ou Orange me disait, maintenant, vous avez un agent ultra puissant qui va filtrer vos appels avant que vous les receviez. En fait, ça me vend plus du rêve, je sais ce qu'il y a derrière. Majoritairement, c'est de la bullshit. Mais tu vois, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est peut-être pas tant. Je trouve ça, sans dire que c'est pertinent, je trouve ça cohérent que chaque entreprise essaye de mettre des agents. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis que c'est cohérent. Dans le monde actuel, ça serait une bêtise. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression de dire une bêtise en disant ça. Ça serait une bêtise de ne pas le faire. Ce qui m'intéresse, moi, derrière tout ça, c'est le fait, je pense qu'il y a un vide réglementaire. Mais ça, c'est certain. C'est certain. En fait, effectivement, les hedge funds, donc là, toi, tu parles de hedge funds, c'est vraiment des cas bien spécifiques. Il faut bien savoir que leurs gains sont sur des micro-gains multipliés par la quantité, mais surtout des entreprises comme Robinhood ou même, et ça, je pense que c'est un point qui est important, même si c'est pas le propos du podcast, c'est que des entreprises comme Robinhood ou comme eToro, qui sont plus dans le trading, bien plus que vos banques traditionnelles et ce genre de choses qui prennent des frais qui sont affreux. Ces entreprises-là gagnent de l'argent sur les transactions. Et donc c'est la friction, c'est-à-dire que quand on a un marché qui est très volatile comme c'est le cas en ce moment, ces entreprises gagnent énormément d'argent. C'est la friction dans les marchés, la volatilité dans les marchés, donc les mouvements qui créent de la vente et de l'achat. Et même c'est pour ça que quand ils vendent finalement, ces intermédiaires, en fait, c'est un peu comme les providers d'IA de l'autre côté. Dès que le provider d'IA avec ses tokens, ils vendent du token, eux, ils sont contents parce qu'ils vendent du short ou du buy, du sell et de la position qui change. C'est ça la volatilité, c'est beaucoup d'échanges en fait. Et moi, ce que je vois derrière tout ça, c'est qu'en fait, on est rentré, je trouve, et c'est ça qui appuie mon propos, je trouve qu'avec l'intelligence artificielle, on rentre dans des conflits d'intérêts qui sont hyper dangereux. Je vais essayer d'expliquer assez rapidement, mais imaginons qu'on ait OpenAI, je vais encore prendre cela, OpenAI, et qu'on a, donc on va prendre Robinhood dans ce cas-là. Mettre un agent en bout de fil, donc à la fin du processus, c'est un humain qui va dire « Ah bah super cette feature, je vais la prendre et je vais mettre un agent qui va m'aider, comme tu l'as annoncé, à m'aider. » Je vais utiliser le terme « aider » dans un premier temps. Sauf que cet agent-là, il va pouvoir prendre des actions. Que ce soit des actions qu'il les fasse réellement, c'est-à-dire acheter ou vendre, ou vous conseiller en vous envoyant un pop-up sur votre téléphone en disant « Ah bah c'est peut-être le moment d'acheter ou de vendre ce titre-là, puisque issu de cette documentation ou de ce propos, bah c'est bien de vendre. » En fait, vous allez payer à la fin, peut-être pas aujourd'hui, mais à la fin, vous allez payer pour cette API. Vous allez consommer des tokens qu'il faudra payer. Robinhood va sûrement vous les payer au début, mais pas à la fin. Ensuite, Robinhood va gagner de l'argent sur la friction. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, Robinhood, soit a des contrats ou des accords avec les modèles providers pour payer moins cher déjà. Bien sûr. Pour acheter en gros leurs tokens, en fait. Bien sûr. Pour payer en gros et surtout ils ont mettre en avant. Des trucs qui compressent aussi, tu sais, comme on avait vu avec Edgy, etc. Ils ont tout un tas de systèmes pour de l'autre côté, mais ils récupèrent un maximum de user base
avec leurs features, et ça leur fait des avantages concurrentiels aussi. Je t'ai coupé. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est là où je voulais aller. C'est qu'aujourd'hui, on le dit dans pas mal d'épisodes, c'est le coût de l'intelligence artificielle diminue, mais on paye de plus en plus cher. Et ça passe aussi par là, puisque vous allez peut-être payer le même prix vos tokens, ou plus cher, puisque vous voulez le modèle le plus intelligent, qui, sachez-le, le modèle est entraîné sur les données financières aussi. Donc en fait, vous utilisez doublement l'information. Et en plus de ça, donc Robinhood ici va payer moins cher son token, ce qui pour moi est à risque dans le sens du conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop qui croire. Et encore une fois, je pense que c'est l'objectif du podcast, c'est quand on a conscience des choses, on peut s'en servir. Mais je pense que les gens n'ont pas conscience dans quoi ils mettent les pieds, puisque actuellement, c'est hyper dangereux ce genre de choses. Même si c'est une bêta, même si c'est intéressant, certains sont tech savvy et ont envie de savoir ce que c'est. Je trouve que c'est hyper dangereux. Et moi, petit porteur qui n'utiliserait pas l'intelligence artificielle, indirectement, et ça aussi ça rentre dans le conflit d'intérêts, je vais consommer de l'intelligence artificielle, puisque, et je reprends le propos de Keynes, si je sais qu'il y a des agents intelligents, des agents IA qui trade sur les marchés financiers au-delà des boîtes algorithmiques, des entreprises algorithmiques, mon jugement va être changé puisque je sais qu'il y a des IA qui vont faire des choix. Et donc moi, je vais devoir faire mes choix en fonction de ces choix-là. Bon, ça fait un peu une martingale un peu folle. Non, mais tu as raison. Mais de toute façon, les petits porteurs, ils ont toujours été sur le même marché financier sur lequel il y a aussi les gros et le trading haute fréquence et les trading par IA, etc. Donc ça a toujours existé. Là, aujourd'hui, ils le mettent en avant. Mais, et puis ensuite, tu le disais aussi, mais c'est non déterministe, ces IA. Comment ils vont aller chercher l'info? Comment ils la traitent? Comment ils décident si une info est pertinente ou pas? Comment ils la sourcent? Comment c'est attaquable aussi au niveau sécurité? C'est-à-dire comment tu pourrais potentiellement manipuler un marché en mettant effectivement une news. Tiens, je décide d'aller pirater le site boursorama.com au hasard. C'est pas eux, hein, je m'en fous, mais et on arrive à faire du cross-site scripting et à intégrer dans une de leurs news un prompt caché, etc. Si les agents prennent ces infos, on peut se retrouver avec des attaques par prompt injection ou des choses comme ça. Donc c'est même plus facile. C'est si tu sais, je te pousse le vice vraiment à fond et je parle de vice, mais écoute bien. Tu as des entreprises d'IA qui connaissent le système. OpenAI connaît ces systèmes d'IA. Il sait qu'il y a Robinhood, par exemple, qui propose des agents IA. Demain, OpenAI rentre sur les marchés financiers. C'est pour ça qu'il faut de la régulation. Rentre sur les marchés financiers. Il n'y a pas que le bilan qui... Mais c'est un conflit d'intérêts. C'est un conflit d'intérêts gigantesque. Ça veut dire qu'il y a même le propos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, toutes les 3 mois, tu dois présenter ton bilan et faire des présentations. Si OpenAI qui fait ces modèles connaît comment fonctionnent ces modèles et que Robinhood se sert de ses agents, de ces IA pour trader, il peut changer le contenu de son texte, changer le contenu de ses propos. La news devient un prompt. Exact. L'actualité devient quasiment un prompt parce qu'elle sera utilisée par d'autres. Et finalement, la façon dont tu rédiges ta news ou ton actualité peut avoir une influence sur le trading des agents que Jean-Michel Itoro va pouvoir utiliser, quoi. Et ça, je vous assure, et ça, je peux le jurer que c'est vrai, puisque quand j'ai commencé en finance, c'était quelque chose qu'on faisait. Déjà, c'est-à-dire qu'on faisait du machine learning sur les propos à l'époque de... alors c'était Yannette. Tu changes telle formule par une autre, tu mets au début ou tu le mets à la fin. Oui, etc. c'est ça. Et en fait, déjà, les banques centrales à l'époque, donc celles qui gèrent les taux directeurs et tout ça, font déjà cet exercice de regarder la virgule près et de faire attention au rictus du gouverneur. Donc le gouverneur, c'est celui qui gère la banque centrale, puisque quand il tient ses propos... Donc là, je parle vraiment de la sphère publique. Une banque centrale, c'est public, donc ça a des intérêts. La moindre virgule, la moindre pause, le moindre silence, un point, un endroit, ça a un impact, bien sûr. Ça impacte les marchés aujourd'hui plus que jamais. Et comme les LLM, c'est hautement volatile par rapport au langage. Tu prends un prompt, tu changes un mot, tu prends un autre prompt, tu as 2 résultats différents. On peut se retrouver en fait avec une volatilité de marché sur une volatilité sémantique des LLM. Exactement. Et donc des agents. Et c'est pour moi un risque, ça vient, et ça je t'avais pas prévenu dans la trame possible, c'est on en arrive à un moment où je trouve que la finance, puisque pourquoi moi la finance m'intéresse dans l'intelligence artificielle, c'est que depuis toujours la finance avait des mégadonnées, avait du big data, puisque les Bloomberg, Reuters et ce genre de choses, où la donnée a toujours été disponible à la seconde, ce qu'on appelle des tics. Donc, même microsecondes maintenant. Exactement. C'est des tics depuis toujours, enfin c'est instantané, on a toujours les prix à chaque instant. Et je trouve que aujourd'hui,
le fait de mettre de l'intelligence artificielle, alors que la finance nécessite de lire, je vais dire assidûment, je m'avance un peu, de la documentation et de croiser les données, l'intelligence artificielle elle-même croise les données et crée de plus en plus de contenus qui sont ingérables. Ouais, Dans un bien autre sûr. sujet, Je comprends ce que si tu veux tu dire. veux, En fait, on crée du bruit et on crée, comme on crée. En fait, la finance est un endroit où tu as besoin de beaucoup de rigueur, de méthode et de cartésianisme et de précision quelque normalement, oui. part, normalement. Mais Normalement. là, en fait, on se retrouve à mettre. C'est comme si tu faisais entrer un gamin complètement excité dans un magasin de porcelaine, en fait, tu vois. Et Exact. c'est chaud, quoi. C'est vraiment risqué. Moi, je vais pas mettre un LLM, par exemple, aux commandes d'un Boeing 747, d'un avion ou Bah, il y a d'un... ça, et en fait, la finance, les marchés financiers gèrent le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si des agents, Dont imaginez un l'argent de crack, l'IA. Dont oui, l'argent de l'IA pour les bah, data centers, etc. Tu vois. dont l'argent de l'IA et dont l'argent du monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est hyper facile, et tu vas voir comment je vais conclure ce point-là, il y a deux sujets pour moi qui m'inquiètent. C'est déjà, l'intelligence artificielle crée trop de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux te garantir que plus personne ne lit le contenu qu'il produit. Il y a trop de contenu, on peut plus consommer tout le contenu. Un livre de 300 pages, normalement, tu le consommes entre une semaine et 2 mois selon les gens. Une IA, elle peut consommer un livre de 300 pages instantanément. Donc, on compare plus, ce qu'on dit, des pommes avec des pommes, c'est-à-dire que nous, on peut plus gérer la lecture et la consommation du contenu qui est disponible. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui va rentrer dans les marchés financiers, même si ça existe aujourd'hui, c'est rendu public. C'est un autre sujet, il n'y a pas de réglementation et surtout le risque, c'est qu'on arrive à un moment où elle va elle-même gérer du contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu la fais consommer des marchés, elle va générer du contenu de marché. Donc aujourd'hui, tu vas avoir des rapports issus d'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle Et qui seront très probablement faux, ou et pas fait pour les humains. avec un degré d'hallucination évident, etc., etc. Mais pas fait pour les humains. Et j'en arrive à ce point-là. Ouais. C'est que l'IA fait du contenu pour de l'IA. Ne fait plus de l'IA pour les humains, puisqu'aujourd'hui il y a trop de contenu, il y a trop de pages consommées, il y a trop de choses. Ça sert plus à rien. Et nous-mêmes, des fois, on consomme des choses qui sont faites par les IA et qu'on consomme à moitié. Et la finalité, elle est la suivante. Je pense que tu vas adorer cette partie-là. Si l'intelligence artificielle rentre dans les marchés financiers, si les marchés financiers sont le vecteur de la droiture économique du monde. Je ne sais pas comment je vais continuer ce propos-là, mais si on met un non-humain dans ces sujets-là, ça veut dire que le risque n'appartient à plus personne. Je te donne l'exemple concret. Oui, Kerviel, le sujet Kerviel, si tu as de l'intelligence artificielle, ouais. c'est personne. En fait, on mettra la faute à personne. Au pire, oui, on mais la en mettra fait, mais Thomas, la faute est jamais sur personne. En 2008, la faute, elle a été sur qui? Personne. Tout le monde a été rattrapé. Oui, mais les banques ont... Il y a personne. Il y a personne. Et la bulle, et tu verras ce qui se passe, si jamais cette bulle éclate de l'IA, il n'y aura aucun responsable. Je pense. Ouais. Alors, ouais, ça veut dire que pour toi, il n'y aura pas de responsable physique. C'est-à-dire qu'on mettra le nom sur... Puisqu'il y a eu il y a eu des banques qui ont été mis en avant. Hein. Tu connais Lehman Brothers, t'as eu... Ouais, mais bon, il y en a toujours un qui prend un petit peu plus cher que l'autre, parce qu'il y a une espèce de... Toi, tu vas être le fusible et tu vas prendre pour tout le monde. Mais d'une manière générale... T'en penses quoi de Kerviel? Mais Kerviel, c'est un rigolo, le pauvre. Il a pris parce qu'il a pris parce que... Je sais pas, peut-être parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui prenne. Il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ouais, c'est ridicule. Ne pense pas qu'il y ait un quelconque acteur de l'IA qui soit inquiété. Et c'est ça qui est plus grave. Non, mais c'est pas. C'est ça qui est plus grave, c'est qu'il y a aucune impunité. Ils sont dans un univers supralégal, supra-international, ils sont au-dessus des lois, ils sont au-dessus de la population et de la société, ils sont même probablement au-dessus de l'humanité. Si tu regardes certains, je prends l'exemple de Musk, qui a une fortune où tu ne sais même plus dire en fait, il n'y a même plus de chiffres qui existent, pour une seule personne, ça n'a pas vraiment de sens si tu regardes la société, l'humanité, la planète et là où on en est. Non seulement ça n'a plus de sens, mais c'est relativement normal que ça révolte les gens, quelque part. Et quand ces gens rajoutent de l'huile sur le feu, rajoutent de la puissance là où les gens freinent, rajoutent de l'argent là où beaucoup de gens en ont déjà besoin et beaucoup d'autres sujets en auraient beaucoup plus prioritairement besoin, ben en fait ces gens-là continuent.
continuent, et sont inarrêtables. Ils sont aujourd'hui inarrêtables. Donc ils sont plus puissants que les gouvernements, ils sont plus puissants que les pauvres organisations mondiales type ONU, Organisation du commerce, Organisation mondiale de la santé, etc. Tous ces organismes aujourd'hui sont des espèces de foires et des espèces de théâtres, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui plus personne n'est aux commandes du monde. Chacun et le monde est complètement multipolarisé avec des espèces d'îlots de croissance qui sont extrêmement de plus en plus rares, qui sont les uns contre les autres, la Chine, les États-Unis, l'Europe au milieu, qui se fait prendre comme un Big Mac. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Je pense qu'il n'y aura pas de responsable. Il n'y aura pas de responsable. Ça gênera personne. Même, ok. Franchement, j'ai hâte de voir. On trouve toujours un responsable en finance. Mais je pense que la crise, elle viendra pas de toi, Thomas Memoun, qui lance un agent, qui s'échappe de sa sandbox et qui se fait et qui génère un crack quelconque. Mais non, tu mais vois, par exemple, c'est la somme des Thomas, par contre. ouais, en fait, c'est plutôt les usages par des agents, cette fois humains ou institutionnels, plus dark. Tu sais que dans le monde de la crypto, tu avais ces systèmes de pump and dump, où en fait, tu avais des shitcoins, donc vraiment des espèces de crypto-assets complètement adossés à aucune valeur, qui étaient juste là, mises là pour essayer de tirer profit de touristes qui passaient là et qui se font avoir en imaginant un gain très rapide et un leverage de fou, alors qu'en fait, les gens, juste après, ils faisaient monter le prix, ils se mettaient tous sur des réseaux sociaux, du Telegram, des choses comme ça, ils faisaient gonfler le prix artificiellement pour juste en dessous tout retirer, et puis il n'y avait plus personne. Et il y a des centaines, des milliers de gens qui ont perdu toutes leurs économies. Donc on pourra se retrouver avec des systèmes comme ça à plus grande échelle avec l'IA. Je pense que tu pourras faire de la désinformation de manière beaucoup plus rapide avec la création de contenu. Ça, c'est sûr. Et c'est déjà arrivé parce qu'avec le trading algorithmique, il suffit qu'il y ait une news qui soit mal écrite, mal pensée ou pas assez sourcée au niveau de la véracité. Et tu as en fait tous les moteurs de trading algorithmique qui se mettent dessus. Et il y avait eu des mini-cracks comme ça avec des annonces ou avec un leader qui fourche sur un mot ou qui dit quelque chose et d'un coup tout le marché se casse la figure ou au contraire monte au ciel. Ça va s'augmenter de plus en plus avec les agents IA, je pense. J'ai hâte de voir. En tout cas, c'est un peu le risque. Et effectivement, les entreprises, enfin les fonds algorithmiques, c'était sur ça. Enfin, c'est sur ça qu'elles gagnent de l'argent. C'est les micro frictions d'informations. Mais aujourd'hui, si tout le monde consomme la même chose, pour moi c'est à risque. Et quand ça permettait de créer des gains pour certains d'entre eux, si tout le monde le fait, ça va juste créer des phénomènes même pas moutons, puisque en fait les hedge funds ils gagnent des milliards, disons des millions par facilité, des millions, mais en contrepartie ils payent extrêmement cher leur connexion internet. C'est bête comme tout ce que je dis. Ils payent extrêmement cher pour avoir le moins de retard. Vous voyez quand Meta de latence, bien sûr. Ouais, en fait, mais même pas. Mais même maintenant, c'est la nanoseconde. C'est la nanoseconde, puisque 6 fois, c'est être le premier. C'est du millionième de seconde, je crois, un nano. C'est puissance moins 9. C'est même milliardième de seconde, en fait. C'est moins 9. Ouais, c'est ça. C'est vraiment énorme, et en fait, ils payent très cher et ils gagnent beaucoup. Sauf que nous, les lambda, moi j'ai une connexion. On est à des connexions au kilobit, des fois, encore, même pas au méga. Donc, ce retard-là va créer des effets en chaîne, qui sera peut-être positif pour certains et catastrophique pour d'autres. Mais en tout cas, à la fin, c'est des grosses entreprises. Aujourd'hui, quand tu parles des cryptos, bien sûr, c'est un sujet qui est intéressant, mais il n'y a pas de... l'économie. L'économie n'était pas basée sur les cryptos. Aujourd'hui, si on effondre une entreprise, puisqu'on a lu un mauvais document qui a été généré par de l'intelligence artificielle, ça va être dramatique. Tu vas avoir des documents générés par intelligence artificielle qui peuvent comporter des erreurs, des agents qui vont se baser sur ces documents qui eux-mêmes peuvent mettre des erreurs. Donc à chaque fois que tu mets des LLM, des agents ou de l'IA non déterministes dans un workflow quelconque, où normalement c'était un humain, tu rajoutes 20% de risque d'hallucination ou que ça parte complètement en tourbillon et que ça soit irrécupérable. Donc aujourd'hui, je pense que le vrai conseil, c'est pour les choses très importantes,
Il faut garder l'humain dans la boucle, il faut garder l'humain souverain par rapport à sa cognition, son raisonnement, sa logique, son intelligence. Parce que même s'il est beaucoup plus crétin que l'IA d'une manière générale, il sait s'arrêter quand il part complètement en vrille, il sait cutter lui-même, il sait sortir de sa boucle, l'humain, pas l'agent. Et de l'autre côté, les IA hallucinent à 20% en règle générale, et aujourd'hui, des très bons spécialistes en marché financier, etc., je pense, ont des meilleurs stats. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ces sujets-là. On ne met pas des LLM et des IA génératives dans des systèmes de santé ultra critiques, ni dans des avions, ni dans des trains. Si pour vous, le trading, c'est ultra critique, de toute façon, quand on fait du trading, il faut accepter que l'argent qu'on y met, on peut le perdre du jour au lendemain. Donc il faut accepter qu'on puisse le perdre et qu'il est peut-être déjà perdu. Mais si vous acceptez pas de le perdre, ne mettez surtout pas un agent IA à gérer votre portefeuille. Et en tout cas, tout ce qu'on dit ne sont absolument pas des conseils financiers. C'est pas des conseils financiers. Je pense qu'en fait, le propos derrière tout ça, c'est nous, ça nous anime de parler de ça, mais c'est surtout, il faut être informé. En fait, le risque, c'est de rentrer dans une situation où on fait face à de l'intelligence artificielle et on sait pas comment elle fonctionne, on sait pas ce dont on est en face. Enfin, si on est en face. C'est pas le même jeu en fait. On rentre dans un espèce de game, mais en fait, on sait pas quelles sont les règles et qui joue contre nous. Mais en fait, les gens qui jouent contre nous, c'est des classes internationales avec des bandes passantes et un internet que vous aurez jamais, à moins de payer 5 millions par mois. Et ces gens-là ont une puissance de frappe et vous pourrez jamais rentrer en compétition avec ces gens-là. Écoute, est-ce qu'on n'est pas sur presque les propos, les mots de la fin, puisque il y a bien sûr, ça fait 1 heure qu'on parle, mais il y avait tellement de sujets. Ça nous permettra d'en faire un autre, parce que celui-là, c'est le dernier de la saison. Et puis, on avait plein de sujets pour vous, sur les réseaux, on n'a même pas parlé de Fable, le 5, les mythos. Enfin bon, pour nous, c'est peut-être des sujets qui nous intéressent moins en ce moment, puisque tout le monde en parle et les gens ont l'air à l'aise d'en parler. On préfère les sujets de fond et qui ouvrent la réflexion. Donc, une chose qui est intéressante, c'est la remise quand même, Thomas, à 2027 de l'introduction en bourse d'OpenAI. Et OpenAI qui en a parlé. Soi-disant, voilà, un contexte un peu compliqué. Moi, j'avais quand même dit un deuxième semestre, ça va être ultra risqué. Donc Anthropic, SpaceX, ça y est, ils l'ont fait. Anthropic, ils veulent toujours au deuxième semestre, mais OpenAI a déjà retardé. Est-ce qu'il faut y voir un signe? Je ne sais pas. Pour moi, c'est le seul moyen. Il y avait un propos que je tenais il y a longtemps en disant qu'OpenAI ne gagnera pas la guerre de l'intelligence artificielle. Parce que c'est les pionniers. C'est les pionniers, puisqu'ils subissent, en fait, c'est les bêta-testeurs. Ce coup-là, je pense que ça leur permettrait de remonter la pente. C'est un propos un peu fort, mais je pense pas qu'il y ait besoin de faire une IPO en tant que telle. C'est vraiment de la folie, une hérésie. Et puis il y a un propos qui avait été tenu, qu'ils étaient prêts à baisser les prix pour concurrencer Anthropic. Donc ils savent que Anthropic est le véritable concurrent pour le moment. Maintenant, une IPO, ça vient avec son lot de... c'est pas que de la liquidité, ça vient avec son lot de désagréments. Et je pense que le premier qui se lance est vachement risqué. Et je parle pas d'Elon Musk, puisque XAI rentre dans SpaceX, qui n'a pas la même valeur. C'est comme si on parlait d'intelligence artificielle avec Google. C'est pas là où on l'attend en tant que tel, ce n'est que du bonus. Donc pour moi, c'est un très bon choix. Et d'ailleurs, je me demande si en fait le merging entre XAI et SpaceX, qui a été vraiment préalable de quelques mois en fait à l'IPO, je me demande si c'est pas pour habiller la mariée. C'est-à-dire qu'en fait, on met un XAI dans SpaceX, SpaceX paraît plus gros, mais ça dérisque le fait que potentiellement ils veuillent plus tard faire une IPO sur XAI tout seul. Donc en fait, je pense que c'est assez malin parce qu'il gonfle son SpaceX avec du XAI. C'est le premier à faire l'IPO. On a vu qu'il a fait une belle IPO même si les prix sont redescendus. Et les deux autres derrière qui se retrouvent avec du mono-produit, mono-service, parce qu'ils sont providers de modèles et c'est tout. Peut-être des puces plus tard, mais ça on verra, on en a parlé au début. Mais les autres, ça va être quand même plus compliqué, parce que même géopolitiquement, économiquement, les données macroéconomiques, etc., c'est de plus en plus compliqué pour celui qui veut s'introduire en bourse, je pense, sur l'IA.
100%, et puis on ne fait pas un seul produit dans une situation aussi nouvelle, et Elon Musk peut avoir tous les défauts qu'on peut lui donner, lui trouver. Je pense que c'est une personne qui est très stratège, et il ne faut pas oublier qu'il a deux entreprises qui sont cotées en bourse. Il y a aussi Tesla, et Tesla, on n'a pas parlé, j'étais à New York, il y avait que des pubs sur l'intelligence artificielle. Ils font les robots aussi, quand vous rentrez dans un Tesla, il y a un robot. Il y a des robots maintenant qui sont mis en avant. C'est pas la robotique qui est mise en avant, c'est un nouveau produit. Et en fait, ça racole très bien avec XAI sous SpaceX. Donc en fait, il y a deux entreprises cotées sous la même personne qui ont des synergies entre elles. Oui. Donc en fait, Il construit un écosystème, en fait, je il pense. construit un écosystème, et aujourd'hui, tu te rends bien compte que les modèles, c'est ce qui est sexy aux vieux du monde, l'intelligence artificielle, le terme intelligence artificielle. Mais en fait, ça est rapporte sexy. rien. En fait, les Mais oui, modèles rapportent rien. il te faudra toujours, et je pense que ça boucle très bien de tout premier propos, je pense que s'il n'y a pas de hardware en face, ça sert à rien. Et je pense qu'à un certain point, on parle de software, mais je pense qu'il faut distinguer le software du modèle maintenant complètement. C'est plus la même chose. Je pense qu'un modèle d'intelligence artificielle qui fait partie d'un sous-jacent du software doit rentrer dans un hardware. Sinon, Et il n'y a pas d'ailleurs, de valeur. tu as le rachat de Cursor par XAI, Ça, ouais. qui était, Et je trouve qui était très intéressant, hein, d'ailleurs, hein, en termes de... Je sais c'est pas bien. ce que tu en penses, on en parlera peut-être Bah, plus tard, mais ouais, je pense qu'on en parlera plus tard et tout ça, mais je trouve que c'est très intéressant, je trouve que c'est très pertinent, je trouve que... Et en fait, on a besoin de consolider le marché, puisque 60 milliards. Hein. c'est merveilleux pour eux. C'est En vrai, presque... c'est merveilleux pour eux. Il a payé Cursor presque le montant de l'argent qu'il a levé avec l'IPO, qui était 75 milliards. Mais l'argent C'est, n'a pas de c'est- valeur pour lui. En fait, il y a que des gens avec cette puissance. Mon propos peut être très sorti de son contexte, mais il y a que des gens avec cette puissance-là, dans le privé, qui pourront avoir des impacts. Puisque si les gouvernements, avec l'argent public, ne sont pas capables de faire des choix et qui semblent pas comprendre ce qui se passe actuellement, même s'ils ont des ministres du numérique et ce genre de choses, malheureusement, on a en face de nous, et là je parle en tant que Français et même en tant que personne au Canada, on a les États-Unis qui ont un gouvernement qui est extrêmement riche dans une certaine mesure, qui gère la monnaie, et on a des entreprises privées qui ont la puissance, et ça tu l'as mentionné, la puissance de frappe économique et aussi en fait de soft de power dans une pays, certaine mesure, de parce que les pays ou de Tesla sont continents, partout, bien sûr. de certains pays, ouais. De certains pays, en fait, eux, Ce qui est 60... affolant, hein, parce qu'avoir ces responsabilités et ce pouvoir dans les mains de personnes qui n'ont pas été élues par personne, parce que si les sociétés, les gouvernements vont moins vite aussi, c'est qu'il y a des systèmes censés être démocratiques pour pouvoir justement élire et avoir une sorte d'égalité, d'équité, de démocratie. Ces gens-là n'ont pas été élus. Et le pouvoir qu'ils amassent aujourd'hui, c'est un peu comme des empereurs ou on cherchera si on veut Gengis Khan ou les tyrans, etc. Parce que, Mais ils ont été enfin, élus. En vrai, ils ont été élus, puisque ces gens-là sont partis de... Enfin, franchement, là, on va se concentrer sur Elon Musk, en l'occurrence. Et encore une fois, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais ce gars-là, il a créé PayPal, il a géré, il a gagné de l'argent, il a tout réinvesti, il a créé ce qu'il a voulu créer, aujourd'hui, il en est là. Peu importe ce qu'on dit sur lui, il a des entreprises et des gens qui travaillent pour lui. C'est-à-dire que soit tout le monde a un prix, soit vraiment tout le monde a un prix, soit la personne a créé des mastodontes et donc des entreprises visionnaires où des gens sont prêts à travailler pour cette entreprise. Et donc l'entreprise est le catalyseur de la personne en tant que telle. Mais aujourd'hui, c'est sa troisième entreprise cotée. Je crois que PayPal est en bourse aussi, hein, même s'il est plus dedans. Et aujourd'hui, il peut accompagner des gouvernements. Et aujourd'hui, en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que Trump et Musk sont en désaccord. Ça, c'est quand même un point, je trouve, qui est intéressant. C'est-à-dire que tu as deux personnes d'une puissance folle qui sont plus en accord, et en fait lui il peut prendre le chemin qu'il veut et il fait des choix gouvernementaux. moi, je pense que le gros risque, il est pas là où on regarde. Le gros risque, il est que sur les 6 prochains mois, les modèles de fondation chinois dépassent ou accèdent à la puissance des Américains. Et je pense que on sera non plus sur une problématique de bulle, mais sur une problématique de guerre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'IA et les modèles de fondation deviennent au moins aussi importants que des armes Ça oui. stratégiques type nucléaire, etc. On le voit parce qu'en fait, Trump commence déjà à refuser certains modèles pour certains pays ou certaines zones de la planète. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Et de l'autre côté, la Chine, qui avance quand même tranquillement, mais sûrement, peut très bien passer la tête devant ce peloton-là, courant 2027,
Il y a eu une discussion entre un très très grand, je ne sais plus de quel labo de frontière modèle chinois et Elon Musk sur SpaceX, sur X, pardon. Okay. Et où Musk disait les modèles chinois, je vois bien les modèles chinois commencer à vraiment être presque coude à coude, voire même niveau que les Américains d'ici le premier ou second trimestre 2027. Et il y a un des très très grands, sûrement d'Alibaba, qui lui dit non, ça va arriver plus vite que ça en fait. Qu'est-ce qui est de l'ordre du bluff? Qu'est-ce qui est de l'ordre du coup de poker? Qu'est-ce qui va vraiment se passer dans la réalité? On ne sait pas trop. Il y a un sujet là avec Darius Amodei là, sur Anthropic. Je crois que c'est Alibaba, mais peut-être que je me trompe et je voulais pas en parler. Ah oui, qui ont fait de la distillation, 28 millions de requêtes. Ouais, en fait, c'est Anthropic qui... Alibaba, ouais, c'est ça. C'est Anthropic qui dit que Alibaba a fait de la distillation en créant des millions de comptes, mais ça en est devenu un truc où je n'arrive pas à comprendre. Pour le moment, c'est un running gag ou il y a une blague derrière où ils sont en train de trouver un accord entre eux. Et donc, je sais pas si là, c'est une blague sur prouvez-nous qu'on a vraiment distillé votre modèle. Ouais. En fait, ça fait le problème, c'est qu'avec une IPO qui est en train d'arriver, tout est propice au marketing. Tu peux pas bloquer Fable 5. Tu peux pas avoir le sujet des Chinois. Avec la Chine, pardon. Tu peux pas avoir le sujet avec Mythos. Tu peux pas avoir les sujets avec OpenAI. Tu peux pas avoir le sujet avec le gouvernement et la sécurité américaine sans contrepartie derrière. Donc, même si tout ça est vrai, les propos que tu dis sont complètement vrais et tout, je peux pas croire que ça soit 100% du bien fondé ou ça soit pour 100% réel. Non, mais ils sont très très forts en communication. Je pense qu'Anthropic est probablement la boîte la plus forte en termes de communication. Ils soufflent chaud, ils soufflent froid, ils annoncent des modèles, ils les retirent, ils mettent une constitution pour les LLM, ils se déshumanisent d'un côté, mais de l'autre côté, ils soufflent le chaud et le froid. Pour moi, c'est des orfèvres de la communication externe. Ou des pour moi, ils sont très très forts. J'en sais rien. Je suis pas médecin psychiatre, Dario. Si tu veux venir t'asseoir à mon divan, bien sûr, tu es invité. Mais non, je pense qu'ils sont vraiment très très forts. Ils sont très très forts là-dessus. C'est un sujet qu'on aura l'occasion de voir, je pense, en septembre. Carrément. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous qui nous écoutaient, qui nous suivaient. Un petit like, un petit pouce, un petit repartage, ça peut nous aider. Même un petit DM à Thomas pour lui dire que vous adorez son timbre de voix et surtout le matin quand il se réveille. Ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. Vous l'aurez compris, on n'est ni pour ni contre, mais on essaye de se placer un peu au-dessus, un peu à côté. On essaye avec nos histoires respectives à Thomas et à moi, d'apporter un peu de recul, un peu d'éléments différenciant en termes de grille de lecture, tout en essayant de rester honnête intellectuellement par rapport à vous, ce qui s'y passe. On n'a aucune action chez telle ou telle crèmerie, donc on est effectivement assez indépendant. Vous l'aurez compris au ton de notre podcast. Merci beaucoup à tous, bon été, prenez soin de vous. Merci Thomas. Bisous Pierre.